Bonsoir, bienvenue dans Classé du Plus. Salut Médoc. Yeah Thierry. On est désolé, on n'a pas de critique. On a 0 critique à vous proposer. Donc, et ça, c'est de sa faute. Je suis désolé. Pourtant, je m'étais pointé, j'avais fait mon emploi du temps, j'avais un agenda. Laisse tomber, on devait avoir la critique de L.A. Noire, on devait avoir la critique de Duke Nukem Forever, je devais faire une avant-première sur Skyrim, on avait aussi des images de Max Payne 3, on avait le prochain Mass Effect, une super partie sur Mass Effect 3, il y avait tout ça, de Wolfenstein aussi, j'étais dessus, Doom 6. Malheureusement, bon, c'était le boulot, Thierry, boulot, j'ai pas assuré. C'est beau quand même. Ça, il endosse toute la responsabilité. Ouais, je saute sur la grenade. Et en plus, de toute manière, j'aurais jamais filé autant de critiques, autant de contenu, sinon on n'aurait rien eu, ou juste peut-être une critique flash sur du Nukem Forever, un truc comme ça. Mais on s'est quand même rattrapé. Donc en effet, il y a peu d'actualité. Donc on a pris plein de rubriques de 101%, on les a réhabillées un petit peu 18+, et on va maintenant les diffuser pour vous. Et on va voir ça tout de suite avec le sommaire. On va commencer cette émission avec l'avant-première de la bêta multijoueur de Gears of War 3. Suivi d'un autre Chan 18+. On aura ensuite un Money Shot 18+. On aura également un reportage sur Deus Ex Human Revolution. Sans oublier 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et on terminera avec la rubrique des bitches et des hoes avec Showtime. Mais tout de suite, les news. Voici une nouvelle bande-annonce de Binary Domains, le prochain jeu de Toshihiro Naguchi, créateur de la série des Yakuza. Et pour la première fois, on peut voir du gameplay en mouvement. Visuellement et scénaristiquement très occidental, ce titre semble emprunter énormément au film iRobot et à l'univers de Asimov en règle générale. Au programme, du shoot avec un système de couverture comme on en voit beaucoup depuis des années, et des phases en véhicule promettant de varier la progression. On a un peu l'impression de se retrouver face à une évolution de Vanquish, un autre TPS édité par Sega. De là à dire que Binary Domains serait une copie carbone du titre de Platinum Games, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas, tant les informations sur ce jeu sont rares. Nous attendrons d'avoir plus de détails sur le gameplay et le scénario pour nous prononcer. Binary Domains n'est en effet prévu que pour le début de l'année prochaine. Un nouveau DLC pour Call of Duty Black Ops vient tout juste de sortir sur le Xbox Live. Intitulé Escalation, ce nouveau contenu inclura 4 nouvelles maps pour les classiques Deathmatch et Team Deathmatch et surtout un nouveau mode baptisé Call of the Dead. Dans ce mode, 4 joueurs devront s'allier pour repousser une véritable armée de morts-vivants que ne renierait pas George Romero, dont les travaux ont clairement inspiré les développeurs. Pour se différencier de Left 4 Dead, les 4 personnages jouables seront tous des acteurs célèbres. On aura ainsi Sarah Michelle Gellar, alias Buffy, Danny Trejo, alias Machete, Robert Englund, alias Freddy, et enfin Michael Rooker, alias Stan Zetkoff dans Un tueur pour cible. Une gueule également aperçue dans Cliffhanger, ou l'incroyable Henry, portrait d'un serial killer, ou plus récemment dans la série Walking Dead. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer ce DLC sur Xbox 360 pour 1200 points Microsoft, soit environ 15 €. Une sortie est prévue pour PC et PS3 dans les prochaines semaines. Ah, quant à la référence à George Romero, vous avez vu la bande-annonce réalisée façon Romero de Call of the Dead? Non? Alors la voici. Et contrairement à ce que dit Thierry dans le plateau qui suit ces news, ce n'est pas George Romero qui a réalisé cette bande-annonce, mais tout est fait comme si c'était un de ses films. L'erreur est humaine, accordez-lui votre pardon. One forsaken crew. And a shipload of the undead. The bone-chilling tale inspired by legendary director George Romero. It's anchors away for brain-splattering action. You just messed with the wrong Mexican. Starring Danny Trejo. How's that for a close-up, deadhead? Sarah Michelle Gellar. This must be a nightmare. Robert Englund. Don't you mess with me, boy. And Michael Rooker. With special guest
the godfather of all zombies, George Romero. The tide will rise, and so will the body count. It's Call of the Dead. Triste nouvelle pour les amateurs de RPG. Mass Effect 3, censé sortir en cette fin d'année, est repoussé au premier trimestre 2012. La raison est simple, peaufiner la nouvelle aventure du commandant Shepard afin de nous livrer la meilleure histoire possible. Espérons simplement qu'on se dirige plus vers un jeu de la qualité du précédent Mass Effect que de celle de leur dernière production. Dragon Age 2 avait cédé à l'appel de la simplification et de l'action pure pour un résultat assez mitigé. Sorti en 2007, The Darkness, l'adaptation du comics éponyme par Starbreeze, était excellente. Le mélange entre FPS bien gore et dialogue digne d'un RPG a fait son petit effet et beaucoup de joueurs veulent en voir la suite. Ça tombe bien, le premier trailer vient d'être diffusé. Désormais développé par Digital Extremes, le jeu devrait adopter un style plus coloré, proche des comics, tout en gardant sa patte sanguinolente. Pour avoir des images de gameplay, il faudra patienter, mais la sortie étant pour bientôt, le 7 octobre exactement, ça ne devrait pas trop tarder. Repoussée à de nombreuses reprises, la sortie de Max Payne 3 se précise avec la publication restante de quelques screens. Pour rappel, le jeu n'est plus développé par Remedy, mais bien par Rockstar. L'action se déroulerait une dizaine d'années après Max Payne 2, non plus à New York, mais au Brésil, dans la ville de Sao Paulo, d'où la chemisette façon Far Cry 1 du héros. Mais les screens présentant le vieux Max en costard semblent attester de la présence de nombreux flashbacks jouables, tandis que le fameux Bullet Time fera bel et bien son grand retour dans une version que l'on nous assure plus dynamique, plus fluide et physiquement réaliste. Vivement un premier trailer de gameplay. Après un excellent Red Faction Guerrilla, jouant la carte du TPS, la célèbre franchise martienne revient avec un nouvel épisode nommé Armageddon. La première chose qui frappe, c'est le changement d'ambiance entre les deux jeux. Guerrilla se déroulait en surface dans des décors ensablés et rougeoyants, alors que sa suite se déroule dans les sous-sols de Mars avec ses tunnels sombres et sales. Ce changement d'ambiance s'accompagne d'une réduction du terrain de jeu. On passe d'un monde ouvert, bien fourni, à une succession de niveaux plus proches des premiers Red Faction en vue à la première personne. À première vue, ce changement de cap est décevant, tant il était amusant de se déplacer sur des routes peuplées d'ennemis. Mais si cela permet aux développeurs de créer une bonne histoire, pourquoi pas ? Mais s'il y a une chose qui ne change pas, c'est bien la destruction des décors. La série nous a habitués à pouvoir tout casser, et ce sera toujours le cas. C'est même mieux qu'avant, car on peut désormais reconstruire un décor en maintenant un simple bouton. Vous ne serez plus jamais bloqué à cause d'un pont écroulé. Quant aux armes, elles ont l'air excellentes. Il y a bien sûr le classique fusil mitrailleur, mais également des flingues plus exotiques, comme ce créateur de trous noirs, aspirant tout ce qu'il y a sur son passage. Les amateurs de mecha devraient aussi être aux anges, on en contrôlera plusieurs fois dans le jeu, dans de véritables odes au chaos et à la destruction. La démo de Red Faction Armageddon vient tout juste de débarquer sur le Xbox Live et le jeu complet sortira le 7 juin prochain, soit quelques jours avant Duke Nukem Forever. Bon, t'as vu cette petite vidéo promotionnelle là pour le prochain DLC de Call of Duty? C'est quand même la classe. Donc c'est Treyarch qui produit, donc évidemment avec Activision derrière. C'est réalisé par monsieur Zombie himself, George Romero. En plus, ils ont utilisé tout un tas de gueules propres au cinéma de genre. Donc on a par exemple Danny Trejo, on a également Michael Rooker, on a Buffy qui est présente. Sarah Michelle Gellar. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est quand même sacrément, genre pas mal, l'air de rien. Et ça donne pas mal d'idées aussi. Donc là, pour l'instant, c'est uniquement de la promo. C'est-à-dire qu'il s'est contenté de monter un trailer. C'est super bien fait, il n'y a pas de souci. Mais on se demande si l'implication, plus tard, de certains réalisateurs comme ça, bien dans des genres définis, pourrait pas être plus importante, de manière à développer une identité propre à une campagne d'un jeu, ou des idées de mise en scène in-game avec des placements de caméra particuliers, un truc assez dynamique. Il y a eu des projets comme ça sur ces dernières années, mais ça n'a jamais réellement abouti. Et là, on voit quand même de plus en plus de réalisateurs qui viennent aider uniquement peut-être pour des cinématiques ou du scénario pour l'instant, mais pourquoi pas bientôt pour du gameplay. Donc c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la bêta de Gears of War 3. Donc, qui a commencé il y a peu de temps là, genre mi-avril, et c'est juste une grosse tuerie. Vous allez voir ça tout de suite avec notre avant-première. Transition Man est de retour. Putain. Monsieur Transition.
Attendu depuis plus de 2 ans, Gears of War 3 débarque en France le 20 septembre prochain. Pour patienter, une bêta multijoueur permettant de tester la bête fut mise à la disposition des possesseurs de l'édition épique de Bulletstorm le 18 avril. Elle est également accessible à tous les joueurs ayant obtenu une clé, en précommandant le jeu par exemple, et ce depuis le 25 avril. 4 maps sont disponibles pour le moment, toutes de grande qualité, dotées de multiples chemins et d'une ambiance propre. Trash Ball, comme son nom l'indique, est le terrain de sport favori d'Augustus Cole. La petite particularité de cette carte, c'est son compteur de points central. En plus de comptabiliser le nombre de kills effectués, il peut s'écraser sur vos ennemis si on tire une rafale de Lancer au bon moment sur le câble l'attachant au toit du stade. Trenches est une map à l'ambiance désertique. Lorsque vous entendez le bruit d'une corne, c'est mauvais signe. Une tempête de sable apparaît, réduisant ainsi votre champ de vision. Le shotgun sera votre meilleur ami dans ce genre de situation. Les 2 dernières maps, Old Town, une ville en ruine, et Checkout, une sorte de centre commercial désaffecté, sont toutes deux assez classiques mais néanmoins très efficaces. 3 modes de jeu bien connus des amateurs du précédent épisode font leur grand retour. Le Team Deathmatch, comme à son habitude, consistera à dézinguer l'équipe adverse dans la joie et la bonne humeur. Mais il a été quelque peu modifié depuis le précédent épisode. Dorénavant, chaque équipe dispose de 20 vies. Quand on a perdu toutes ses vies, c'est simple, la partie est terminée. Les 2 autres modes sont strictement identiques à ce que l'on a vu dans Gears 2. Dans le King of the Hill, votre équipe doit tenir une position précise pour engranger des points, sachant qu'elle change constamment durant le match. On se retrouve ainsi à traverser la map à toute vitesse pour ne pas laisser ses adversaires gagner des points. Enfin, le Capture the Leader nécessite de garder un membre de l'équipe adverse prédéfini sous son contrôle pendant 30 secondes. Pour cela, il faut d'abord le mettre à terre, puis s'en servir comme bouclier humain. 4 maps, 3 modes, ça peut paraître peu. Mais il faut garder à l'esprit que cette bêta n'est justement qu'une démo et que le jeu final contiendra en principe beaucoup plus de contenu. D'autant plus que le jeu propose pas mal de nouveautés, au niveau de l'arsenal notamment. Parmi les fusils mitrailleurs, nous avons toujours le célèbre Lancer, avec sa tronçonneuse incorporée, et le Hammerburst, arme locuste désormais dotée d'un puissant zoom. Il faudra aussi compter sur le Retro Lancer. C'est simple, vous prenez le Lancer et vous remplacez la tronçonneuse par une baïonnette. Pour l'utiliser, il faut maintenir B enfoncé, votre personnage se met à sprinter et s'il atteint une cible, il l'empale instantanément. Extrêmement fun à regarder et à utiliser, le Retro Lancer sera votre nouveau chouchou. Du côté des shotguns, on a toujours le Gnasher, le fusil à pompe de base. Un deuxième modèle fait son apparition dans cette suite baptisée Sawed-Off. Cette arme ne contient qu'une balle par chargeur, se recharge très lentement et sa portée est très courte. Dans ce cas, quel est son intérêt? Eh bien cette arme est surpuissante. Avec une balle, vous tuez instantanément 1 voire 2 ennemis. Son utilisation s'avère très différente du fusil à pompe classique et elle instaure une nouvelle façon de jouer qui pourrait plaire à de nombreux joueurs. Quant aux autres armes, on retrouve toujours les classiques Sniper, arc de tension et Gatling. 2 nouvelles armes font leur apparition. La première envoie des grenades sous le sol permettant de piéger des opposants pourtant bien cachés. La deuxième, le One Shot, est un fusil sniper très spécial. Il ne contient que 3 balles et comme son nom l'indique, une balle suffit pour tuer quelqu'un. Dernière nouveauté côté arsenal, les grenades incendiaires enflammant une zone et les ennemis s'y trouvant. Bien sûr, on retrouve toujours les grenades fumigènes et à encre et bien entendu la possibilité de les accrocher sur un opposant. Côté gameplay, ça reste un Gears of War, mais il est peaufiné à l'extrême. Beaucoup plus rapide qu'auparavant, les personnages foncent littéralement et les duels virent parfois à un concours d'esquive sans que les opposants puissent se toucher. Quant aux attaques de mêlée, elles sont moins rapides que dans les précédents épisodes. Il est désormais moins courant qu'un ennemi nous fonce dessus et nous matraque d'attaque au corps à corps jusqu'à notre mort et ce n'est pas plus mal. Dernière petite nouveauté, une fois mis à couvert, si un ennemi se retrouve de l'autre côté d'un abri et que vous passez au-dessus de celui-ci, vous tomberez sur votre opposant et le déstabiliserez. Ensuite, il ne reste plus qu'à l'écharper. Ce n'est pas indispensable, mais ce genre de petit ajout rend Gears 3 vraiment fun à jouer et c'est justement ce que l'on attend. Et ce n'est que la bêta, on a d'ailleurs du mal à le croire tant les serveurs sont optimisés et le lag absent. Brutal, rapide et nerveux, à l'image des nouvelles exécutions de la bande à Marcus, le roi du TPS est de retour et compte bien nous laisser bouche bée. Il nous reste tout de même la partie solo à découvrir, mais si elle se révèle aussi bonne que son pendant multijoueur, le nouveau titre d'Epic Games pourrait facilement devenir l'un des meilleurs jeux de la Xbox 360. La bêta se termine le 15 mai, alors si vous n'avez toujours pas de clé, faites tout ce qu'il faut pour en dégoter une. Et si jamais vous n'y arrivez pas, il vous faudra attendre le 20 septembre, jour de l'arrivée de Gears of War 3 en boutique. À vos marques, prêts, tronçonnez. Where you going, huh?
Si notre aperçu vous a convaincu de jouer à Gears of War 3, mais que vous n'avez pas de clé, tout n'est pas perdu. Depuis quelques jours, les joueurs ayant accès à la bêta peuvent inviter un ami à les rejoindre. Une fois l'invitation envoyée, il faudra attendre le 8 mai pour recevoir une clé par mail, la rentrer dans la rubrique téléchargement de votre Xbox, et voilà, vous pourrez enfin jouer à la bêta du prochain titre d'Epic Games pendant une petite semaine, avant la fermeture des serveurs, programmée au 15 mai. Bon, alors il faut savoir quand même que cette avant-première de Gears of War 3 a été réalisée sur la bêta multijoueur, a été réalisée par Gabriel, qui fait actuellement un stage à No Life. Et il faut savoir que c'est un peu un spécialiste donc, de Gears. Il a participé à des concours semi-professionnels sur Gears 2, donc il a longuement pratiqué la bêta de Gears 3. De ce qu'on a vu nous, et c'est vrai qu'il était en salle de saisie, ensuite il y avait 5-6 personnes qui le regardaient comme ça, genre attendant justement la moindre boulette, du coup des boulettes qui venaient à tous les sens. Non, il était moyennement à l'aise sur ses kills, il avait un kill ratio complètement négatif. Mais bon. Mais il maîtrise son sujet. Il maîtrise son sujet, voilà. Ça c'est sûr. Et pour l'avoir essayé, c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, j'ai plutôt une façon d'approcher le multi de Gears façon FPS. C'est-à-dire je me mets à l'abri, ensuite je vise, je tire, etc. Alors que lui, c'est la technique du corps à corps. Donc, il fonce dans le tas. Ensuite, il utilise des armes genre qui font énormément de dégâts au corps à corps. Pompe, canoncier, tout ça. Il vise pas lui, c'est no scope en permanence, quel que soit le truc. Et un truc hallucinant, t'étais là quand il en a parlé, c'est-à-dire il n'utilise pas la tronçonneuse parce qu'il trouve que c'est pas la classe. Ouais. Ça se fait pas. Mais c'était marrant. C'était marrant parce qu'il était comme ça avec son personnage, donc il se faisait littéralement violer par des groupes de locustes qui lui tournaient autour, qui faisaient des tournants sur sa tête. Mais il disait non, moi je touche pas la tronçonneuse. Moi je suis un prince étoile. Les mecs étaient là, comme ça. Au bout d'un moment, tu te bats, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu cherches pas à faire la classe. Mais bon, c'est tout à son honneur en même temps. Et vous avez dû voir ça un petit peu avec les saisies. Et a priori, pendant qu'on n'était pas là, il a quand même fait des trucs assez impressionnants. Donc voilà. Alors, en tout cas, de ce qu'on a essayé, c'est vrai que c'est carrément supérieur à ce que proposait Gears 2. Genre non seulement il y a quasiment pas de lag, ça va plus vite, ils ont bien équilibré les armes, les environnements proposés sont réellement intéressants, dont ce niveau avec la corne de brume qui annonce une espèce de tempête de sable qui annule toute visibilité et t'es obligé justement de te balader et de faire du combat au corps à corps avec des armes de proximité. Il y a vraiment plein d'idées et c'est juste, c'est vrai, il le disait dans l'avant-première, ce n'est qu'une bêta. Ouais. Donc t'es là, genre on kiffe pas mal la bêta, donc avec la campagne qui sera jouable à 4 en coop, avec tous les modes multijoueurs qui restent à découvrir, à être annoncés sans doute lors de cette E3, il va y avoir du bon contenu. Hein. Et du bon contenu, il y en a aussi dans NoChan spécial 18+, qui nous a été préparé par NoChan. Transition Man. Bonsoir les otaques, c'est NoChan, mais un NoChan classé 18+. Donc on va en profiter un brin. Pour commencer, on va s'ébahir encore une fois devant une énième vidéo de Minecraft. Et oui, encore une me direz-vous, mais quand c'est bon on ne compte pas. Dans celle-ci, encore un de ces brillants acharnés qui a reconstitué une possible scène de Predator avec tout ce qu'on aime dedans. Invisibilité, vision thermique, décapitation... Bon, sinon on dit souvent que nous, les geeks, otaku et autres joyeuses étiquettes qu'on nous pose ou qu'on impose de nous-mêmes, que nous sommes coupés du monde. Lourde erreur, sur le net, on n'a jamais pu avoir autant d'informations accessibles simplement. Et cela ne plaît pas à tout le monde, comme ont pu le prouver les différentes et récentes révolutions au Moyen-Orient. Quel est le premier instrument d'une bonne répression? Je vous le donne en 1000, quick, le net. Malheureusement pour eux, ça n'a pas super bien marché quand même. En Chine, célèbre pour son filtrage du net, les autorités n'apprécient pas particulièrement ce court-métrage mettant en scène des lapinous tout kawaii. Enfin, kawaii jusqu'à ce qu'ils soient jetés sous les roues d'une voiture par de méchants tigres ou autres atrocités du genre. Sans vouloir atteindre le point Godwin trop facilement, il ne faut pas être très finot, même si on ne parle pas chinois, pour s'apercevoir que le procédé utilisé ici est similaire à celui qu'utilise Art Spiegelman dans Mouse. Dans cette BD de 92 qui avait reçu le prestigieux prix Pulitzer, les chats et les souris représentent d'autres groupes de l'humanité durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Art Spiegelman a reçu récemment le Grand Prix d'Angoulême à l'issue du festival se déroulant dans la même ville. Mais pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à nos lapins, ce court animé chinois qui fleure l'appel à la révolte fait référence à plusieurs scandales ayant échauffé l'opinion publique dans l'Empire du Milieu. À la veille du Nouvel An chinois et du début de l'année du lapin, cette vidéo a été censurée, harmonisée et effacée du paysage en ligne chinois.
pas très réjouissant tout ça, je vous l'accorde. Mais ça permet de se dire que malgré les problèmes qu'on peut avoir, les pixels ne sont pas forcément plus verts sur l'écran du voisin. Heureusement, pour se changer les idées, on peut toujours compter sur quelques sujets plus propres à la gaudriole. Ainsi, quand on était petit et qu'on regardait les Tortues Ninja devant un bol de céréales, certains étaient exaspérés par le fort caractère d'April O'Neil et préféraient de loin voir les exploits des Chevaliers d'Écaille et de Vinyle. Mais alors que le temps s'écoule, les jeunes spectateurs comprennent un peu mieux. Et apparemment, les créateurs de la série, suivis par ceux des figurines, l'ont compris aussi. April gagne donc des formes généreuses, voire troublantes, par exemple avec ce sublime costume panthère de ninja. Mais ce n'est pas la seule héroïne à avoir connu une telle croissance. Par exemple, les fans de One Piece n'auront sûrement pas manqué de remarquer la surprenante évolution du personnage de Nami, passant de jeune chapardeuse à femme fatale, pulmonairement avantagée, dirons-nous. Et là encore, le merchandising ne s'y trompe pas. Mais non, One Piece reste une série pour les enfants, c'est juste que les voyages forment de la jeunesse. Ah oui, j'avais pas pu en parler à l'époque, 18+ oblige, mais pour les fans hardcore de Silent Hill, un coffret regroupant l'ensemble des compositions de Yamaoka Akira est sorti au Japon le 16 mars dernier. Il est composé de 8 CD reprenant la plupart des pistes, ainsi que des morceaux inédits ou auparavant uniquement inclus sur des CD promotionnels. Le tout pour 14 700 yens, soit 125 €, et sans les frais de port. Pour rappel, Monsieur Yamaoka ne travaillant plus chez Konami, c'est certainement le dernier CD-box qui sera consacré à sa musique pour Silent Hill. Signalons au passage qu'il a récemment mis sa guitare acoustique aux enchères au profit de la Croix-Rouge pour aider les victimes du tsunami japonais. Celle-ci est partie à 4 450 $, un beau geste de la part de ce talentueux compositeur dont nous retrouverons les compositions dans le prochain Shadow of the Damned de Suda Goichi. Et voilà, c'est tout pour cette fois. À la semaine prochaine les otaku. Alors toi, Nochan, t'as pas bougé, quoi. T'as pas débloqué de l'écran. Non, pas grand-chose. J'y mettrais bien un coup d'épée. Comment elle s'appelle l'autre les meufs de One Piece aussi, pareil. D'ailleurs, pour ceux qui regardent assidûment la chaîne, ils auront pu remarquer que j'ai un tapis à souris à l'effigie de la petite Nico Robin. Avec un système de coussinets qui te permet de te relaxer tout simplement quand tu surfes sur le corps de la demoiselle, qui prend la forme du tapis de souris, voilà. C'est particulier. Tout à fait, c'est très très agréable. Donc Nochan 18+, bien. Et ben maintenant on a une autre rubrique spéciale 18+, c'est Money Shot, qui est habituellement diffusée dans 100%, et donc là spécialement dans 18+. Donc c'était pas prévu au début. En fait, c'est Jonathan qui a vachement insisté, parce que donc très souvent il réalise 18+, c'est lui qui de temps en temps il critique, parce qu'on lui lâche des critiques comme ça. Vite fait. Et puis c'est son émission, donc on s'est dit genre, on a assez peu de critiques, etc. On va lui proposer. Il a sauté sur l'occasion. Carrément, j'ai plein de contenu. Comme une cougar ça sur bien. Un petit jeune de 19 piges. Exactement. Et vous allez voir le résultat maintenant. Désolé. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot 18+. Cette fois-ci, on met de côté le gore qui tâche et on laisse place aux possessions démoniaques et aux tortures psychologiques avec Insidious et I Saw the Devil. Réalisateur ultra doué et malin, le jeune James Wan n'avait rien tourné depuis son génial Death Sentence, sorti il y a déjà 3 ans. Ayant connu un immense succès avec l'excellent premier épisode de Saw, le réalisateur n'a pas réussi à trouver son public malgré la qualité évidente de ses 2 essais suivants. Réussissant à composer avec des budgets restreints, Wan revient sur Insidious, un petit film à moins d'$1 million, produit par l'équipe roublarde responsable des 2 Paranormal Activity. Même si cette association peut faire peur, il faut garder à l'esprit que le projet provient de Wan lui-même. Le film suit un couple, incarné par les très bons Patrick Wilson et Rose Byrne, frappé par la tragédie lorsque l'aîné de leurs 3 enfants tombe dans le coma suite à un accident domestique. Peu à peu, des événements étranges commencent à apparaître. Il semblerait qu'un esprit malfaisant tente de s'emparer du corps inerte de l'enfant. S'étant fait remarquer récemment dans les divers festivals où il a été présenté, Insidious profite de plus en plus d'un bouche à oreille positif. Un accueil enthousiaste, confirmé par des chiffres au box-office US qui placent directement le film comme le plus rentable de 2011. On espère que Insidious sera un peu mieux distribué en France que la majorité des films d'horreur actuellement, tant le film de James Wan semble prometteur. La bande-annonce, elle aussi, installe une ambiance plutôt sympathique qui fait monter en eau une certaine impatience. La sortie de Insidious est prévue pour le 15 juin 2011. Are you ready? Yeah. Sweetie? Morning, guys. I would really like to...
He's not in a coma. They don't know what to call it. I went into Dalton's room. There was something in there with him. I know someone who can help. We took tri-field and EMF readings of the whole house. Wiring, alarm clocks. I don't think bad wiring is the problem here. I want to leave. I want to leave this house. What is it? It's not the house that's haunted. It's your son. Kim Ji-woon s'est fait remarquer en 2004 avec le mystérieux Deux Sœurs. Il a continué à se faire connaître avec les très bons A Bittersweet Life et le bon La Brute, le Cinglé. Son prochain film, I Saw the Devil, raconte l'histoire d'un agent des services secrets qui se lance sur les traces du serial killer qui a sauvagement assassiné sa femme. Il va rapidement le trouver et assouvir sa vengeance. Une vengeance particulière qui consistera plus à le torturer psychologiquement que physiquement en jouant avec sa victime, tel un jeu du chat et de la souris pervers. Sorti en Corée l'été dernier, I Saw the Devil s'est d'abord fait connaître à cause de la censure. Kim Ji-woon s'est vu contraint de couper 80 secondes de son film pour qu'il puisse avoir droit à une sortie cinéma. Mais bien plus que par sa violence, I Saw the Devil s'est fait remarquer grâce au talent de son réalisateur et de son écriture, en remportant pas moins de 3 prix au dernier festival de Gérardmer. Un film choc à plus d'un titre où les mégastars coréennes Lee Byung-hun et Choi Min-sik n'hésitent pas à prendre des risques afin de sonder la violence et le mal tapi en chaque être humain. Attendu depuis longtemps, I Saw the Devil, retraduit platement par J'ai rencontré le diable pour l'exploitation française, sortira le 6 juillet 2011. 점점 끔찍해질 거야. Pour finir, on quitte la violence physique pour aller vers la violence du pouvoir de la religion avec Red State, le nouveau film de Kevin Smith, qui quitte ici la comédie pour se lancer pour la première fois dans le film d'horreur. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. I see the face of Jesus in that great white light. And my Savior makes me whole again. In his shining eyes. In his shining eyes, I see the promise of all forgiveness to set you free. I see the face of Jesus
on my way this night. And my Savior is there to comfort me. I fear God. You better believe I fear God. Bon, ça tourne là, Jonathan? Donc on est désolé, on n'aurait pas dû dire du mal de Money Shot 18+. Est-ce que tu veux bien continuer à enregistrer l'émission? S'il te plaît. Ok, c'est parti. Désolé pour ça, vous aussi. Donc bah voilà, on va enchaîner, on va reprendre le fil de cette émission après ces excuses, mais pas du tout forcées. Et donc on a un reportage consacré à un jeu super attendu qui sort fin août. Donc le 26 août, je crois. C'est Deus Ex Human Revolution. C'est toi, Médoc, qui a été réalisé cette interview. Yeah, complètement. Avec l'aide, je crois, aussi un petit peu de Gabriel sur les questions. Avec Gab, qui est un die-hard fan de la série Deus Ex, tout simplement. Donc, ouais, on est parti voir Jonathan Jacques Beltet. Et directeur artistique sur le jeu. Tout à fait. Et donc, je vous préviens tout de suite, je veux dire, si vous commencez à rigoler dans votre canapé à cause de son accent, c'est pas bien, c'est sale, c'est pas drôle. On a tous des accents bizarres des fois. Donc voilà, ça va. Reportage. The year is 2027. Extrêmement attendu par une large communauté de joueurs, Deus Ex Human Revolution n'en finit plus de nous teaser à coups de trailers, de previews et de screenshots adroitement lâchés au compte-gouttes à la presse. Inutile donc de préciser que nous sommes demandeurs lorsqu'il s'agit d'en savoir un peu plus sur ce titre, avec toutefois une petite appréhension dans la mesure où l'épisode précédent, Deus Ex Invisible War, n'a clairement pas fait l'unanimité au sein de cette même communauté. Un échec qui semble avoir été pris en compte pour le développement de Human Revolution, comme nous l'explique Jonathan Jacques Beltet, le directeur artistique. Deus Ex 2 a quand même influencé le développement de Human Revolution, c'est sûr. Un des premiers trucs qu'on a fait à l'été 2007, ou en fait même pratiquement à ce moment-ci, en 2007, quand on a commencé, c'était de rejouer au 1 et de rejouer au 2, de fond en comble, tout ça, pour s'assurer de bien comprendre la bête, quoi, puis tout ça. Le 2, ça a été surtout, en fait, quoi pas faire, peut-être. Donc oui, ça nous a servi, ça nous a influencé. Bon, il y a des bons trucs dans le 2 quand même. Visuellement, bon, nous, du moment où on a su qu'on était un prequel, tout ça, donc le 2 est beaucoup trop futuriste quand même, tout ça, donc visuellement, ça n'a pas été une grande référence. Mais au niveau gameplay, bon, c'est surtout, on savait que si on faisait de l'amour universel, on allait se faire tuer encore par les fans, des trucs comme ça. Donc un peu ces modèles-là que le 2 a instaurés, on s'est assuré de ne pas les refaire, quoi. Des exemples à ne pas suivre donc, mais qui n'empêchent pas Human Revolution d'avoir un bon nombre de sources d'inspiration. Des influences plutôt rassurantes et naturelles pour la plupart, qui nous laissent penser que cette fois, le projet est rondement mené. Donc, ouais, les influences pour le jeu, ben, il y en a plusieurs. Donc, encore là, pour revenir au cyberpunk, c'est sûr qu'il y a des incontournables. Blade Runner, Ghost in the Shell, Akira, bon, et j'en passe. C'est sûr qu'on devait se baser un peu là-dessus. Cela dit, ce qui est important pour nous, comme je disais tout à l'heure, c'était d'y emmener d'une autre, en fait. Sans rentrer dans le sujet, est-ce que le jeu vidéo est une forme d'art ou pas, je veux dire, c'est quand même une création. C'est notre création, puis je pense que pour que ce soit notre création, il fallait y mettre de nos tripes, en fait. Un truc auquel on a pensé assez tôt, c'est qu'on a fait un lien entre la Renaissance et une époque transhumaniste, si on peut dire que ça peut être une époque, quoi. On a vu une espèce de lien thématique très fort. Si le transhumanisme, c'est upgrader ou augmenter la machine humaine, si on veut, la Renaissance, c'était vraiment comprendre la machine humaine. Et pour upgrader un système, il faut d'abord le comprendre à la base. Tu peux pas l'upgrader si tu ne comprends pas son fonctionnement de base. Donc, la Renaissance nous a beaucoup influencé. Sinon, côté jeux vidéo, moi, je suis un fan fini des jeux japonais. Donc, le côté Metal Gear est présent. Je le cache pas du tout. Au contraire. Souvent, les gens nous demandent, il semble avoir une grosse influence de Square visuellement dans votre jeu depuis que... est-ce que c'est Square qui a influencé ça après l'acquisition, tout ça? En fait, pas du tout. Ces trucs-là étaient déjà là bien avant Square parce que moi, mon équipe, on est déjà des gros fans des jeux japonais.
japonais, des animés, des mangas. Donc c'est pour ça qu'on s'est bien entendu avec Square. On parlait déjà le même langage. Donc, les jeux de Konami, les jeux de Capcom, les jeux de Square, tout ça, grandes influences. Dans les films aussi, pour le côté Renaissance ou juste la palette, A Girl with a Pearly Ring, la fille à la boucle d'oreille de perles, la peinture de Vermeer, là, très populaire. C'est une fille avec une boucle d'oreille perlée. Il y a un film qui a été fait là-dessus. Donc, un paquet de trucs, ouais. Le premier Deus Ex est sorti sur PC il y a maintenant 10 ans. On retrouve de nos jours, notamment dans le domaine militaire, des événements technologiques qui étaient évoqués dans ce même titre, comme le camouflage optique par exemple. Dans la mesure où Human Revolution est une préquelle, on peut alors se demander comment les équipes d'Eidos ont retranscrit ce background technologique. C'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant que, en fait, le cyberpunk, en général, on commence à le vivre. En fait, c'est quasiment notre monde contemporain d'aujourd'hui. Et souvent, les gens me demandent « Ah, le cyberpunk, ça en met un peu... il sommeille un peu depuis un moment. Il n'y a plus beaucoup d'œuvres, de jeux ou de films cyberpunk. Je pense qu'un des derniers films, c'est probablement la Matrice. Le premier, peut-être, un des derniers films très cyberpunk, tout ça. Puis je crois qu'une des raisons, c'est parce que les thèmes, les concepts cyberpunk commencent à être des thèmes et des concepts très contemporains d'aujourd'hui, ce qui fait que peut-être la valeur d'une œuvre cyberpunk c'est de moins en moins une suggestion d'un futur, si on veut. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ce qui était important pour nous, c'était d'y emmener un peu notre propre saveur, justement, pour y donner un peu quelque chose de nouveau, quoi. Emmener quelque chose de nouveau. Et aussi, pour revenir à ta question, en fait, côté technologique, tout ça, en fait, ce qu'on s'est assuré de faire, c'est de bien comprendre où ce que la technologie s'en allait dans les 20, 30, 40 prochaines années. Donc, on a lu énormément de bouquins. On a acheté au début plein de bouquins sur la courbe technologique, les grands penseurs de tout ça, comme Ray Kurzweil, ces gens-là. On a même consulté avec des spécialistes en transhumanisme, tout ça. Donc, je crois que ce que ça nous a permis de faire, c'est de s'assurer que les augmentations, ou que ce soit même les technologies d'ordinateurs ou de véhicules, tout ça qu'on a on peut pas conduire de véhicules, mais il y a des véhicules quand même dans l'environnement, tout ça, soit des bonnes anticipations, en fait, des 30 prochaines années, ce qui donne un monde quand même assez futuriste. Je crois qu'en général, on n'est pas conscient de la recherche qui est en train d'être faite au niveau de la cybernétique, même de l'architecture, des trucs dans les communications. Il y a des trucs mais de débiles qui vont sortir dans les 20-30 prochaines années, qu'on va voir dans nos vies. Donc, ça semble être un monde très futuriste, mais je crois qu'on va être surpris de ce qui va arriver dans les prochaines années. Ouais. Human Revolution mise l'écrasante majorité de son gameplay sur ce principe extrêmement sexy, qui consiste à offrir aux joueurs plusieurs manières de résoudre un même problème. Une marque de fabrique, si l'on peut dire, susceptible de plaire aux rôlistes et aux amoureux du choix multiple d'une manière générale. Mais comment les encourager justement à explorer et à exploiter au maximum les possibilités offertes ? Ouais, je crois qu'au cœur de la licence, au cœur du pedigree, en fait, de Deus Ex, c'est les 4 piliers de gameplay, en fait, qui sont le combat, le stealth, en fait, la furtivité, le hacking, le piratage et le social, bien sûr. Je crois que c'est vraiment les 4 éléments qui permettent de faire ce saveur-là un peu. Et surtout, c'est que le joueur n'a jamais un style de jeu imposé, en fait, dans son gameplay immédiat. Il n'y a jamais un environnement qui est moulé pour un style de jeu ou pas. Les environnements sont toujours moulés un peu pour tout, quoi. La façon qu'on a d'encourager les joueurs d'utiliser ça, c'est une très bonne question. En fait, on me l'a jamais posé de cette façon-là. En fait, je dirais que il y a un côté naturel un peu à ça. Je pense que le joueur finit par se rendre compte. Le jeu, les 20 premières minutes sont quand même assez linéaires. Juste un peu pour y expliquer je veux pas dire que c'est un training, là, mais quand même les contrôles, un peu tout ça. C'est assez linéaire. C'est une vingtaine de minutes. Immédiatement après ça, le jeu s'ouvre et là, c'est l'expérience Deus Ex complète. Mais je pense que le joueur finit par se rendre compte au fur et à mesure des missions, des environnements, de son observation, que c'est très ouvert. Il y a toujours plusieurs façons de résoudre un challenge. Donc, je pense que le joueur va réaliser qu'il doit utiliser un peu de sa créativité, tactique, stratégique, observer l'environnement, tout ça. Donc, je crois qu'il y a un côté naturel où il va se rendre compte que c'est un jeu où les possibilités sont là, puis il doit explorer, il doit analyser l'environnement, quoi. Afin de ne pas saboter définitivement le nom de Deus Ex, Eidos et Square Enix ne comptent rien laisser au hasard. C'est une des raisons pour lesquelles la communauté a eu son mot à dire sur certains aspects du développement.
toujours faire attention quand même avec ces trucs-là. Je crois qu'il faut pas tout écouter, sinon on s'éparpille. Puis je pense que le pire, la pire des choses, c'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Je pense que dans ce temps-là, tu t'en vas dans toutes les directions, puis à un moment donné, le bateau est dans une tempête un peu, là, si on veut. Donc je pense que c'est important quand même d'avoir des convictions par rapport à ses choix, d'avoir une bonne explication pourquoi on fait les choix et tout ça. Bon, en premier lieu. Deuxième lieu, c'est sûr que pour le highlighting, en fait, le surlignage des objets dans le jeu, bon, encore là, auquel on avait nos justifications, pourquoi qu'on avait ça, tout ça, mais c'est vrai que la communauté était très présente, en fait, très forte dans le fait qu'elle n'aimait pas ça, en fait. Et on a accepté effectivement, je crois que c'est un excellent choix d'ailleurs, de le mettre de façon optionnelle. Donc le surlignage peut être mis à on ou à off. Et aussi selon les niveaux de difficulté que le joueur choisit pour le jeu. Des fois, elle est là par défaut, mais elle peut être enlevée quand même. Et le niveau de difficulté le plus dur, par défaut, le surlignage n'est pas là, mais il peut être rajouté si le joueur le veut quand même. Donc ouais, ça a été une bonne écoute de la communauté, et je crois que ça a été un excellent choix. Il fallait le faire. Ouais. On espère maintenant que les équipes d'Eidos Montréal auront été aussi bien inspirées sur tous les autres aspects de Human Revolution. Mais pas d'inquiétude, on vous en reparlera dans Classé 18+. Never stop looking. It's not the end of the world, but you can see it from here. Ah, ma meilleure rubrique. Alors là, c'est quand même, j'ai creusé pour trouver celui-là. J'ai creusé. C'est pas sur WiiWare, c'est pas un jeu Wii, y a pas de truc genre tout mignon, kikino, etc. Non, c'est genre hardcore, c'est rétro, c'est pixel art, et c'est sorti également sur iPhone, iPad, etc. Donc on a monté un petit peu ce sujet à partir de trailers que vous avez éventuellement pu voir sur le net. Mais en tout cas, on a fini le jeu, et c'est une expérience qui est réellement intéressante, qui en dit long sur le potentiel de ce type de machine quand même. Et on sera amené de plus en plus à vous parler, on le fait déjà un petit peu dans les news 100%, mais on sera vraiment amené de plus en plus. En tout cas, on va essayer de faire quelque chose pour septembre, de manière à traiter davantage les jeux sur iPhone et iPad, parce qu'il y a quand même des petites merveilles comme celle-ci que vous allez voir tout de suite. À aucun moment t'as dit 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Non. Et en plus, je sais même pas s'il est 3+, parce que c'est sur iPhone. Donc je me suis juste fait plaisir. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est le tourisme de la rédaction. Pour les amoureux du beau pixel, pour les amateurs de trip existentialistes, pour les joueurs qui ne se sont toujours pas remis de Another World, pour tous ceux qui possèdent un iPhone, un iPod Touch ou un iPad et n'en peuvent plus de traumatiser des cochons en coups d'oiseau grognon, pour ceux qu'une aventure tactile minimaliste et intimiste ne rebute pas, pour les mélomanes qui connaissent les travaux du chanteur-compositeur canadien Jim Guthrie et ont peut-être déjà téléchargé les sublimes mélodies du jeu, voire acheté le vinyle. Sword and Sorcery peut se télécharger pour à peine 3 €. On ne sait pas s'il est 3+, et on s'en moque. Il revendique les travaux des plus grands, Miyamoto, Mechner, Shai. Il porte la patte graphique caractéristique et unique de Super Brothers. Il est beau comme un rêve pixelisé. Il a reçu le prix de la meilleure direction artistique sur mobile lors de l'Independent Games Festival 2010. Have you ever asked yourself why you purchased this machine?
Il se présente comme un haïku vidéoludique à propos de la vie, l'amour et la mort. Il ne fait pas dans la fausse modestie, ni dans la modestie d'ailleurs. Il compte sur le bouche à oreille. Il ne laissera personne indifférent. Vous serez fasciné ou agacé, conquis ou aigri. Une expérience plus qu'un jeu, un voyage plus qu'une aventure. Ce projet un peu fou et totalement indispensable est édité et supporté par Capybara Games, les créateurs de Critter Crunch et Might and Magic Clash of Heroes. Quand la contemplation prend le pas sur l'interaction, quand l'émotion surgit entre deux pixels sans que l'on sache trop pourquoi, Sword and Sorcery méritait bien qu'on lui consacre un 3 minutes pas plus, un rien mystérieux, quasi mystique. Ah, bah voilà mon émission préférée. C'est nul. D'une, on dirait pas du tout moi. De deux, j'ai pas dit mon émission préférée, j'ai dit ma rubrique. Et de trois, effectivement, c'est la rubrique préférée de la jeunesse. Puisqu'on y parle de cul, on y parle de mauvais jeux, la plupart du temps aussi. Pas vrai. En tout cas de cul. Et du coup, c'est Showtime. Et c'est un Showtime un petit peu spécial, Thierry, ce mois-ci. Parce que je l'ai découvert un petit peu par hasard. Tu vois, normalement, j'ai tout un collectif, voilà, un collectif de scientifiques, d'ingénieurs, tout ça, américains, qui s'occupent de me choper les Showtime tous les mois. C'est ça, non? C'est le Wikisex. Wikisex, ouais. Et là, en fait, là, j'ai découvert ce Showtime dans No Life, en me baladant, comme ça, je marchais, comme ça, tac, tranquille. Et je oh, dis donc, ça peut faire un Showtime, ça. Parce que c'était sur la borne d'arcade, en fait, de No Life. Je savais pas qu'on avait ça. Bizarre. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est très intéressant. À la base, je voulais commencer ce Showtime avec une phrase de level 1, genre l'été approche, les journées se rallongent et les jupes se raccourcissent. Simplement, j'ai bien trop de personnalité pour ressortir un adage qui date de 1996. Je me contenterai donc de dire qu'avec les beaux jours, cette activité hormonale hallucinante qui me caractérise s'intensifie. Dangereusement même. Je me surprends par exemple à rater des stations de métro à cause de jeunes ribots dans pantalons blancs qui manifestement n'ont pas compris que la transparence était évidente pour un œil averti. Aussi, je bloque de plus en plus souvent sur les clips d'Idol sur No Life, pour des raisons qui n'ont plus rien à voir avec la musique. Enfin, je me précipite bêtement lorsqu'il s'agit de pouler de la jeune étrangère avec des pick-up lines à base de « Hey, nice shoes, wanna fuck ?» oubliant toutes les étapes protocolaires inhérentes à la drague en milieu anglo-saxon. En fait non, cette pick-up line est tue. Mais vous avez compris qu'il devient juste impératif que je satisfasse d'une manière ou d'une autre cette fougue érotique. Et c'est peut-être Pee-Pee and BBs, un jeu arcade développé par un studio spécialisé dans les shoots et les clones de jeux qui marchent, qui arrivera à apaiser ce feu qui brûle en dessous de ma ceinture. Toaplan, le fameux studio, est surtout connu pour des titres comme Hellfire, Outzone ou encore Snow Bros. Fondé dans le milieu des années 80, le développeur a malheureusement dû fermer ses portes en 1994. Mais cette faillite a tout de même donné naissance au studio Cave. Simplement, après plusieurs réus de travail et un vote à main levée au sein du staff, on est arrivé à la conclusion que ça, on n'en avait rien à foutre. Dans Pee-Pee and BBs, vous incarnez un vieux qui doit poser des bombes aux endroits indiqués, et ce, en esquivant ou en mettant hors d'état de nuire des ennemis au look vraiment extrême. Une fois toutes les bombes posées, vous avez 10 secondes pour vous sauver du niveau. Un concept qui génère une augmentation du rythme cardiaque donc, tout comme l'image que l'on vous donne pour vous récompenser de votre sabotage. En effet, à la fin de chaque stage, et c'est ce qui nous intéresse, on a le droit de se rincer l'œil sur une partie d'un corps appartenant à une donzelle quelconque. Au bout de 4, on a le droit au visage, et là, ça devient dégueulasse. La faute à un chara-designer que je soupçonne d'être complètement ravagé par la drogue. Heureusement, on peut mater le reste en déplaçant la caméra. Mais il y a une astuce. La fille sera plus ou moins dénudée en fonction du nombre de bonus H ou Hechi que vous ramassez dans les niveaux. Un Hechi, et ça reste timide. 2, et on a le droit aux sous-vêtements. 3, et on a du boobs. Et enfin 4, et là, c'est la totale.
de l'authentique, de la pure, de la vraie shaved puss. Oh fuck, chienne de mosaïque. Bon vas-y Laurine, balance le reste des images. On se retrouve le mois prochain. Bah voilà, cette émission est terminée, donc on peut déjà malheureusement vous annoncer que pour la prochaine, on n'aura malheureusement pas non plus de critique, puisque Elle est Noire sortira genre à 2 jours d'intervalle entre la diffusion du prochain Classic 18+, et sa sortie en boîte. Donc du coup ça va être trop juste parce qu'une nouvelle fois c'est un jeu Rockstar, donc il n'y a pas de review, donc on va recevoir la version boîte, et il nous faudra quand même une bonne grosse semaine pour y jouer et faire la critique, donc ce sera diffusé dans un mois. Mais on aura quand même pas mal de choses. On aura une avant-première sur Alice Madness Returns. On aura une avant-première sur le multi de Duke Nukem Forever. On aura aussi une avant-première sur Deus Ex, puisqu'on a une version, on a pu y jouer, etc. On aura également un reportage sur Amy, qui est le nouveau jeu de Paul Cuisset. C'est toi d'ailleurs qui a été réalisé l'interview. Et donc voilà, on a quand même pas mal de contenu et d'autres surprises très certainement. Donc et vous verrez ça dans 15 jours. Ciao. Ciao. Tu utilises pas assez bien la jeunesse. Vous verrez ça dans 15 jours. Non, vous verrez ça dans 15 jours. En attendant, ciao.